Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Dans sa guerre livrée contre le peuple algérien, la France coloniale n'a pas épargné les enfants. D'horribles exactions ont été commises par les soldats de l'armée française pendant la guerre de libération nationale contre les enfants et les femmes. Un crime qui reste impuni puisque plusieurs enfants gardent aujourd'hui les séquelles de ces exactions. Salah Laghrour, frère de Abbas Laghrour, dans son dernier livre, nous livre quelques témoignages vivants, des témoignages à partir d'un vécu dans les Aurès, en Wilaya 1 historique, et à travers lesquels il illustre un certain nombre d'exactions commises par l'armée française dans cette région révolutionnaire. Monsieur Salah Laghrour, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Vous venez donc de publier un troisième livre consacré cette fois-ci aux enfants dans les Aurès, un livre intitulé « Grandir dans les Aurès, un enfant dans la guerre ». Un livre qui est également un hommage à toutes les femmes qui se sont consacrées pendant la guerre de libération nationale pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Et votre témoignage, il est entrecoupé d'un certain nombre de témoignages d'autres enfants, donc de l'ouest, du centre et de l'est algérien, des enfants qui ont vécu véritablement l'horreur pendant la guerre de libération nationale. Oui, je vous remercie pour l'invitation et puis je vous félicite pour votre émission au service de notre mémoire nationale et particulièrement à la guerre de libération. Voilà, donc j'ai écrit ce livre, c'est vrai, l'idée d'écrire ce livre me taraudait depuis ma jeunesse, depuis longtemps. Parce que on attendait quand on était enfant, je pense que tous les jeunes Algériens de ma génération vont se retrouver dans ce livre, même si on a quelques différences culturelles au niveau régional, mais les gens de ma région, de ma génération, vont retrouver des scènes certainement qu'ils ont vécues. Donc dans ce livre, j'évoque, comme vous venez de le dire, mon parcours. Il y a une partie à mon parcours dans la famille, la vie quotidienne, comment on vivait dans un douar. Je suis né dans un douar qui s'appelle Nsera, à quelques kilomètres, 2-3 kilomètres de la ville de Khenchela. Donc je décris dans mon livre toutes les scènes de vie de l'époque, de la paysannerie dans les Aurès ensemble. Vous commencez tout d'abord par votre vie avant, donc à la veille du déclenchement de la guerre de libération nationale. Et là, vous étiez enfant, vous étiez sensible donc à ce système ségrégationniste, colonialiste imposé par l'administration coloniale. Et les enfants souffraient déjà bien avant la guerre de libération nationale. Oui, d'abord, moi j'étais scolarisé en premier lieu dans une école coranique au Douar. Je fréquentais l'école coranique, ça c'était avant donc, le déclenchement de la guerre de libération. Et évidemment, on était totalement isolés de la situation coloniale des Français. On ne savait pas du tout, mais on entendait quand même les parents qui racontaient des conditions de vie, de misère des enfants, des parents. Et donc j'étais légèrement sensible à cette époque-là, avant d'aller à l'école française. Et là, vous allez découvrir véritablement... Je découvre la ville, la situation en ville, et puis je découvre en même temps le vrai visage de la colonisation. Le visage, j'étais dans une école indigène, et puis l'école indigène, pourquoi? Moi, j'ai posé la question pourquoi cette école indigène. C'est parce que dans l'école indigène, on autorisait les enfants de venir pieds nus à l'école, parce qu'à un moment donné, ils renvoyaient les enfants qui n'avaient pas le moyen
d'acheter, de s'habiller correctement. Donc il y avait cette école-là indigène. Et dans cette école, bon, au départ, on commençait à apprendre l'alphabet. J'ai commencé à apprendre l'alphabet. Et puis, au bout d'une année, je ne vais pas détailler la vie en classe, mais au bout d'une année, à la rentrée scolaire 54-53, j'ai fait la rentrée aux vacances de la Toussaint, disons, en novembre, début novembre. J'ai totalement coupé. Pour moi, c'était un bouleversement, c'est un point de rupture. À partir de là, je ne peux pas dire que j'ai vécu une enfance, parce que mon enfance, jusqu'à 54, on peut dire, j'ai vécu au Douar, j'étais dans la famille correcte, je vivais comme les jeunes dans un Douar. Mais après, c'était total bouleversement pour ma famille et pour notre famille, suite au début de la guerre. De la guerre de libération nationale. Donc, à l'action du 1er novembre, les Français ont décidé d'arrêter tous les membres de la famille. Alors, donc, au lendemain de la guerre de libération, toute votre famille sera regroupée, sera arrêtée, et vous serez en quelque sorte déporté dans un autre, dans un camp de concentration. Oui, dans un camp de concentration, donc un camp de regroupement. Un camp de regroupement. Et il faut dire, là je rappelle que notre famille c'est assez particulier parce qu'on a été interné immédiatement. Toute la famille. Et c'était une prise d'otage parce qu'à un moment donné, ils allaient nous fusiller, ils allaient choisir, ça c'est noté dans le livre d'histoire, qu'ils allaient décider de fusiller une dizaine de personnes. La famille Al-Gharour. La famille Al-Gharour pour pousser Abbas Al-Gharour et son frère à se rendre. Et puis il y a eu des interventions, je ne détaille pas ça, pour nous amener dans un village, à côté d'un village à 40 km de la ville. Et ils ont déplacé des familles pour nous mettre à côté d'un camp où il y a un groupement militaire. Et il y avait un Khouja, il y avait un caïd qui nous surveillait. Donc on a habité dans on était simplement dans 3 maisons. Et on était une dizaine de familles, une dizaine ou une douzaine de familles, de 64 personnes qui ont été déplacées dans ce lieu-là. Et c'est là, c'était très dur parce qu'on était isolés, on n'avait pas, au niveau alimentaire, il y avait des familles qui nous aidaient, il y avait le caïd de Khouja qui autorisait les gens des familles à côté de nous aider. Et moi, je me souviens, j'avais 7 ans, ça avait 7 ans. On mangeait du blé grillé, c'est-à-dire on met un peu de sel dans l'eau, on mouille le blé et puis on le grille sur le tagine. Bon, c'est bon, c'était la nourriture parfois pour la viande, donc on n'a pas connu. Et suite à un événement, il y avait un jeune qui nous ramenait une vache, notre vache, pour la laisser aux familles pour nous donner de temps en temps du lait. Ce jeune-là, en retournant, il a pris le car. Quand il arrive à la ville, quand il a été encerclé, il y avait simplement 5 sorties. Donc à la sortie de Veraïm Beda, il a été arrêté, il a été bousculé. Tu étais où à l'époque? Les premiers mois de la Révolution, Cité El-Gharour, c'était quelque chose de très... Il leur a dit qu'il a apporté donc la vache et tout ça, mais là, ils l'ont bousculé encore. Il leur a dit ce qu'il voulait tenir, que leur Abbas va manger ce soir chez la famille, quelque chose comme ça. Et puis, dans la nuit, à 1h du matin, je sais pas, là, il faisait nuit. Moi, je me souviens, on dormait sur un hambel, on était 5 ou 6. Je sais pas, le projecteur qui nous tire, les militaires qui nous tirent comme ça, le hambel. Et on ne voyait rien du tout, on n'avait que une forte lumière. Et on ne savait pas pourquoi. Et puis ils cherchaient toute l'armée, enfin les grands chefs, ils pensaient qu'ils allaient arrêter Abbas. Et finalement, il n'y avait rien du tout. Et à ce moment-là, ils ont décidé de déplacer tous les hommes, c'est-à-dire les interner dans d'autres camps connus, Jorf,
Bossieux, tout ça. Et nous, on est restés simplement les femmes et les enfants. Et je garde un souvenir de mon cousin Ahmed, qui est... bon, d'abord, le jour même, la nuit même, quand ils nous ont encerclés, on avait un puits devant la maison. Et il le mettait, Ahmed, dans l'eau. Il le sortait pour une torture. Il avait 16, 15 ans, 16 ans. Et, bon, il a échappé. Donc, on est resté 8 ou 9 mois dans le camp. Et il y avait... Ça, c'est le compte de tout ça, c'est ça? De tout ça, tout ça. Voilà. Après, les hommes, je crois, 3 mois environ. Au bout de 3 mois, les hommes ont été, 18 ans et plus, étaient internés. Ouais. Il n'y avait plus de... Donc, on est arrêté. Puis, jusqu'à un moment donné, ils ont décidé de... Alors, cette scène de torture, donc, de votre... oui, je rappelle le cousin Ahmed. Oui. Le cousin Ahmed. Plus tard, il a été utilisé par l'armée française comme bouclier. C'est-à-dire, il y avait des moudjahidines qui traversaient la route. Ils étaient d'ailleurs déguisés en femmes pour éviter qu'ils soient reconnus, parce que la route était empruntée par des camions militaires fréquemment. Et c'est entre Babar et Khanchla. Et à un moment donné, les militaires se sont rendus compte que c'était des combattants, donc il y a eu un accrochage. Et il y avait un combattant qui a réussi à se camoufler derrière un rocher, et les militaires avançaient avec le cousin Ahmed. Qui avait 16 ans. Il a reçu une balle, on ne sait pas si des militaires ou si des combattants, parce qu'il était un bouclier. Il était un bouclier des soldats de l'armée française. Il est blessé, il est transporté dans notre maison à Khanchla. Moi, je me souviens bien d'un bain de sang dans la cour. Il est mort, hémorragie. Il n'a pas été soigné, on l'a transporté. Il a été vidé de son sang, et je garde cette image, surtout du sang dans la cour de la maison à Khanchla. Ça, c'est notre cousin Ahmed. D'après, nous, on est resté à la ville. On était interdit de sortir parce que mon père avait une maison. Tous les Larours sont venus habiter. On était entassés comme des sardines. Et au bout de quelques mois, ils nous ont autorisé d'aller voir notre maison à Douar, voir nos bêtes, nos animaux, qui ont totalement disparu, soit par vol, soit par tout ce qu'on a laissé comme vaches. Mon père, il avait tout a disparu, et c'est là. Donc j'ai vécu ensuite entre le Douar et Khanchla, et on revient j'ai repris l'école, si on veut dire vraiment l'école, en 50, je crois 59, c'est-à-dire 59. C'est juste à l'arrivée du général de Gaulle en 58 qu'il a décidé de faire des gestes vers les Algériens, en nommant certains responsables, etc. Et moi, je me souviens comment j'allais fréquenter cette école de Tamayourt. Nsira, ça s'appelait à l'époque Tamayourt, le village s'appelle Tamayourt, qui est situé à 1 kilomètre de Khanchla, juste à... Et donc, c'est un convoi de militaires que je vois sillonner les Douars dans tous les sens. Ma mère, elle avait peur, elle a dit qu'est-ce qui se passe. Et puis, comme elle avait l'expérience de voir les différents mouvements de l'armée française, est-ce qu'ils vont arrêter quelqu'un, est-ce que c'est une grande bataille qui va avoir lieu, donc elle ne savait pas exactement, jusqu'à ce qu'une jeep arrive chez nous. D'abord, elle a camouflé ma sœur Zarfa, qui était, paraît-il, très belle. Et donc, il faut absolument la mettre de bouse de vache, la sueur, tout ça.
allumer le feu avec la fumée dans les chambres pour que les militaires ils font des petites actions. Je ne sais pas si elles étaient valables ou non, mais brûler du feu pour de bousses de vache séchées dans les chambres pour éviter que les militaires rentrent. Et donc les militaires arrivent et puis voilà, ils arrivent et commencent à poser la question. On va amener votre fils aller à l'école. Et elle vous dit non, c'est le dernier, il est petit. Elle a essayé de baisser l'âge. Il lui a dit non. Mais il y avait quelqu'un qui traduisait, un Algérien qui était, je ne sais pas si un harki ou c'était un traducteur, qui traduisait le discours. Et c'était le chef de la SAS qui tournait, le lieutenant Bouillet qui tournait avec les soldats pour scolariser les enfants. Alors, on a hésité, tout le monde a hésité dans le devoir parce qu'ils ont sillonné tout le devoir et puis les devoirs, ils ont dû s'informer auprès de l'ALN, des maquisards, s'il fallait autoriser les enfants à aller à l'école. Mais les parents se méfient depuis toujours que les enfants aillent vers l'armée française. Ils ont peur parce que certains enfants ont été servis comme bêtes de somme transportés, ils sont 14 ans, transportés des radios de l'armée française sur leur dos, et les montagnes, tout ça. Certains enfants ont été tués aussi, comme ils ne voulaient pas. Les militaires pensaient que les enfants, c'est des indicateurs, donc ils connaissent les endroits de cache, et à chaque fois, donc ils amènent un enfant, vous nous montrez la cache, et puis l'enfant, parfois, il ne sait pas, et les militaires lui tirent une balle dans la tête. Donc, M. Salharaou, vous évoquez ces enfants que l'armée française utilisait comme porteurs, hein, notamment, ou bien comme soi-disant guides. Ah oui, c'est-à-dire, je parlais donc de l'école, et puis les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école parce que parfois ils sont utilisés ou comme ça, les militaires leur demandent où elle est la cache quand il est à l'école. Surtout, c'est des militaires qui donnent des cours. Ah oui, ils sont toujours des attachés. Donc un militaire, il peut à un moment donné tirer des informations des enfants. Et moi, j'ai un camarade qui s'appelle... elle a un surnom qui s'appelle Lachis, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est de la famille aussi, c'est quelqu'un de la famille de ma mère, et qui était avec nous à l'école. Un jour, il n'est pas revenu en classe, et je raconte ça dans mon livre, comment nous on s'est étonnés, pourquoi. Nous, dans le doigt, on a entendu qu'il est mort, et puis on se regardait, on attendait que le militaire nous dit quelque chose, rien. Et quand les convois même passaient, parce que l'école était au bord de la route, donc il baissait il fermait les rideaux et pour qu'on ne s'intéresse pas, on attendait un moment, est-ce qu'il va nous dire quelque chose, on se regardait, la chiche, il n'est pas là. Mais ils ne nous ont pas parlé du tout de son assassinat. Et après, on a su que la chiche a été utilisée par l'armée, justement, qui cherchait un lieu supposé gîte pour les combattants. Oui. Et il l'a amené sur une colline, on l'appelle Tizi. Ils sont montés avec lui et puis montre-nous et c'était parce que c'est montagne, mais il n'y a pas d'arbres. Les familles m'ont raconté, c'est-à-dire ils ont fait ça en direct. Et ils ont dit nous, où se trouve la casemate, où se trouve... lui, naïvement, il leur a dit, attendez, je vais vous montrer. Il avançait un peu, je ne sais pas, 10, 20 mètres, 30 mètres. Il pensait aller échapper, à courir. Au moment où il a couru, on lui a tiré une balle dans le dos et il est mort face aux gens du Douar qu'il voyait à 500 mètres, 1 kilomètre, il voyait la scène. Il n'est plus revenu, ce jeune Lachich. J'ai des témoignages très très importants d'un militaire français
Jacques Pucheux, c'est un brave militaire qui a eu le courage d'écrire des choses terribles. Son témoignage est terrible parce qu'il a dit d'abord en 1957, Oui. dans la revue Les Temps modernes, 1900, numéro 139, ce témoignage d'une année qu'il a passée dans les Aurès. Donc il a été dans les Aurès et il a fait un témoignage très émouvant je ne vais pas détailler parce que c'est terrible à écouter, même c'est difficile à écouter ou à lire même. Abou Lrman, ça, il était dans la région des Aurès, Biskra, Batna, Khanchla, et là, Abou Lrman, c'est à côté de Khanchla, Taqaï, c'est Bouhnama. Abou Lrman, mon chef de section, le sergent F, est un gars dur, entre guillemets, géant sympathique et chic avec ses hommes. Il a la spécialité de couper les têtes au rasoir. C'est ainsi qu'à Bertan, Bertan c'est une ferme à côté de Khanchla, il a tué le frère de Belgassem, 16 ans, après une tentative de fuite, entre guillemets. Des gars de la section me décrivent la scène. Il dit au type à genoux, si le crouille refuse, il lui tire une balle dans la tête, dans les reins. Il lui ouvre la gorge. Ça, c'est la fin de citation. Au Metz, on boit le champagne dans le crâne d'un félaga. Ça, témoignage de Jacques Pucheux. Un autre, je résume parce que le récit est loin, il est lent. Les camarades venus de Bertan, toujours la même ferme, nous donnèrent des précisions sur les suites de cet accrochage par représailles. À proximité, par représailles, deux villes par représailles. Donc, il donne la suite après un accrochage où il y a eu des morts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Deux villages qui se trouvaient à proximité du lieu de l'embuscade furent entièrement rasés. Les femmes et les enfants abattus. Un maintenu m'affirme avoir tué de ses mains une femme et l'enfant qu'elle portait dans ses bras. D'accord. Ça illustre un petit peu ce type d'exaction que les militaires de l'armée française avaient commis. Pratiqué, oui. Oui, c'est le militaire ici, parce que c'est des témoignages, parce que il n'était pas au niveau de conscience quand il a fini son service. Il a voulu faire une déclaration. Et puis il disait qu'il y avait beaucoup de militaires français qui allaient déclarer, mais c'était interdit parce qu'ils pensaient que c'était une création. Mais lui, comme il a son témoignage, il était dans le groupe, donc... Et puis il y a des enfants, donc il y a des enfants qui étaient victimes directes, comme ces enfants qu'on a assassinés, qu'on a torturés. Et puis il y a des enfants qui ont assisté à l'assassinat de leurs parents, à la torture donc de leurs proches et de leurs parents. Ah oui, moi le cas, mon père, j'ai pas assisté à Vous avez été quand même marqué par cette arrestation, oui, évidemment, que vous évoquez avec d'ailleurs votre belle-sœur, la femme d'Abbas Laghrour, qui ont subi quand même. Ils étaient les éléments de la famille les plus torturés. D'ailleurs, votre père va succomber à ses blessures juste après la torture. Oui, bon, j'ai pas vu, j'ai pas assisté parce que bon, ce que racontait ma belle-sœur, elle était avec lui aussi dans des cellules. Ils étaient dans des cellules dans le commissariat ou la gendarmerie, ce qu'elle raconte.
Et puis, elle souffrait, elle a été torturée, elle n'a jamais voulu parler. Elle venait d'accoucher d'ailleurs. Elle venait d'accoucher, elle a laissé son fils Tarak qui est encore vivant. Oui. Et qui est d'ailleurs rachitique parce qu'il n'a pas eu suffisamment. Le lait de sa mère. Elle n'a pas été alimentée dans ouais. son enfance. Et elle racontait, bon, là, il y a des tortures terribles. Et je raconte ça un peu dans le livre. Elle n'a pas voulu détailler. Libérée, elle est partie, elle est retournée au camp parce que là, elle s'est torturée en ville, à Khanchla. Et mon père a été transporté à sortir et puis a été transporté pour avoir des soins, mais le médecin à l'époque, pas de médecin. Il y avait une hémorragie interne, il est mort. Je n'ai pas assisté, mais je suis venu de camp pour. Je me souviens de ça. Il était entouré de tissu blanc. Et normalement, on ne laisse pas les enfants regarder. Mais comme il n'y avait personne, parce que personne ne venait nous voir, il n'y avait que des femmes, quelques femmes qui sont venues pour soulager, veiller. J'ai vu, je me rappelle, j'étais accroupi, j'ai regardé, bon, c'est la première fois que je vois un mort comme ça, parce que normalement on interdit aux enfants de venir. Et puis on est retourné dans Douar, dans notre, pas au Douar, au camp de regroupement, notre... mais la mort de votre père, c'était un basculement dans votre vie. D'ailleurs, vous avez gardé donc vous avez été marqué par cette mort. Et puis, c'était à l'approche des fêtes, donc... ah oui, l'Aïd, c'est vrai, oui, l'Aïd, et puis je me souviens toujours de cette bottine qu'elle m'a achetée toute neuve et que je n'ai pas mise, et même quand on a quitté le camp, on l'a oublié. Quand on vous a déplacé, vous les avez oubliés. Oui, j'avais, et puis j'avais déjà au camp, mais on attendait l'Aïd pour la mettre, je n'ai jamais mise. Et puis, quand on a été libérés, on a été entassés 40 personnes dans un camion. Et on a oublié, on a laissé l'essentiel de partir et on a oublié cette bottine. Et je raconte toujours cette histoire même à mes petits-enfants, à mes enfants. Ça marque la non-présence de père parce que il était quand même, quand on était dans le camp, j'étais toujours, il avait un burnos. Le matin, le train passait à 300-400 mètres de la maison, enfin le gourbi dans lequel on était, et adossé au mur, mes sœurs et moi, sous le burnos, à grignoter je ne sais pas si c'est le petit déjeuner ou c'est du blé grillé, et en attendant le train qui file notre sel, quelque chose qui nous amuse, qu'on regardait, on a envoyé la fumée, on voyait sonner, ça nous fait... Mais le plus marquant, c'est... Et puis parce que j'ai su les détails, c'est mon oncle Bahloul. Ouais. Là, mon oncle Bahloul, c'est terrible. Là, c'est la mère qui va souffrir également. Oui, ma mère, elle a souffert beaucoup. Parfois, je ne peux même pas... m'exprimer quand je vois ce qu'elle a subi, c'est terrible. Parce que sa fille, je raconte aussi ma sœur qui était morte aussi par négligence médicale, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de... Mon oncle Bahloul, c'était l'homme qui nous rendait visite au camp. Il n'avait pas le droit de venir, mais il racontait les gens dans les marchés de la ville, tout ça. Ouais. Et par là, on a des nouvelles de nos bêtes, de nos terres, les terres n'ont pas été cultivées. Et c'était un homme courageux qui venait nous voir. Et puis, voilà, quelques années après, je ne retiens pas la date, peut-être nous, ça c'était en 55, ce qui se passe là, c'était l'année 55. Et en 58, il a participé à... Les combattants venaient brûler une ferme d'un colon.
Et donc il est allé participer c'était la nuit, en pleine nuit, et là, ils ont brûlé la ferme, et puis à un moment donné, il y avait un convoi militaire qui est arrivé, avec et lancé des fusils pour d'éclairage vraiment comme le jour. Donc les maquisards sont fuis, disparus. Lui, au lieu d'aller vers sa maison, qui n'était pas loin de la maison du colon, il est parti avec les combattants. Et puis au sommet, il a reçu Un éclat un obus, un éclat dans le cerveau. Et puis le lendemain, je ne sais pas, une journée après, la rumeur disait qu'il était mort, il a été touché, qu'il était mort à Tizi, justement, toujours le même endroit là de Tizi où le jeune Lachiche a été tué. Et ma mère, elle a monté à cheval, elle portait des codasses et tout ça, et elle le cherchait, elle était très... Et il l'a retrouvé. Et elle l'a retrouvé, et elle nous racontait ça avec un sang-froid terrible, sans larmes, parce que quand nous on pleurait quand mais elle a dit mes larmes c'est séché, j'ai plus de larmes, je ne peux pas pleurer. Et ce qu'elle disait, elle prenait sa cervelle, et elle, parce que la tradition, on griffe le visage quand il y a mort, et elle se greffait le visage avec la cervelle de son frère. On racontait cette scène horrible, parce que on la raconte même pas, on ne peut même pas la raconter à mes petits-enfants, je ne peux pas leur raconter des histoires comme ça. Mais voilà, il faut quand même dire les choses telle qu'elle était. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la vie des enfants dans un camp de regroupement, comme tout ça par exemple? Oui, les enfants n'étaient pas nombreux. On n'était pas nombreux parce que, comme je disais tout à l'heure, on était 64, mais on était quand même, la moitié au moins, il y avait des hommes, on doit savoir le nombre, peut-être une vingtaine qui ont été internés ailleurs, et puis nous on est restés avec les femmes. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles nous racontaient des histoires soit nous amuser par des blagues, par des jeux, soit nous raconter des histoires pour nous faire dormir, ou des jeux, on se rassemblait, des jeux. Et puis le plus dur, je me souviens, c'était aussi l'Aïd, justement, ce fameux Aïd où j'aurais dû me mettre ma bottine, je ne l'ai pas mise, l'Aïd Kbir. Et là, tout le monde pleurait, il n'y avait pas d'hanni, il n'y avait pas, parce qu'on mettait la nuit de... L'absence du père. Là, il n'y a personne, toute la famille, c'est-à-dire on n'était pas nombreux, je dis famille, on était entassés dans 3 chambres, 3 maisons, pas loin l'une de l'autre. Et donc les femmes n'arrêtaient pas de pleurer, et nous, on assistait à ça, pas de hanni. Normalement, les enfants, la nuit de l'Aïd, il faut attendre le matin pour voir cette situation, cette ambiance qu'on n'a pas eue. Moi, ça m'a marqué toujours. Il y a des scènes, il y a des images qui restent toujours dans ma... Et puis, il y a le frère qui va sillonner, qui va faire au moins 3 camps d'internement, là, votre frère. Ah ben oui, c'est pas Abbas, Chaban, c'est ça? Non, Chaban, c'est un maquisard. C'est un maquisard. Un maquisard, c'est lui d'ailleurs, il était responsable dans la région d'Aïmeda, Galma, tout ça. Il a été envoyé par là au début de la guerre. Vous savez, au début de la guerre, le groupe de Khenchla a été envoyé dans tous les sens, c'est-à-dire pour diffuser la révolution, l'Est et l'Ouest. Et lui, il a été envoyé dans la région de Moulbagui. Et je savais, moi, me raconte ma soeur, que mon père, il voulait venir voir mon père, et mon père ne voulait pas le voir. Il a dit il avait peur pour lui. Et puis voilà, un jour aussi, il y avait
ils ont attaqué, ils ont kidnappé le maire de le Khouja, enfin c'est l'adjoint maire de ce village, de Mtoussa. Ils l'ont kidnappé, et bon, le Félène, parfois on dit est-ce que la libération est suite à le kidnappage de ce responsable ou bien. Enfin bref, ils l'ont relâché, ils l'ont pas tué. Et Chaban est mort au Koba, lui, il est mort en septembre 1955. Suite à ses blessures, il a été transporté, blessé, dans la région de Guelma. Il est décédé là-bas, je crois qu'il est enterré là-bas. Non, par contre, la famille, ils ont séjourné dans la prison de Khanchla. Ils ont été torturés, tous, hein, tous les hommes, mais pas simplement mon frère et tous les Larour, d'autres familles aussi de maquisards. Quand je dis ça, je parle de ma famille, mais il y a les autres familles d'autres maquisards, de Khanchla, je parle d'ailleurs, je pense, qui ont été aussi déportés dans les mêmes conditions, sûrement. Je ne parle pas de déportation qui a démarré après tout de suite dans les montagnes où ils ont déplacé des milliers de personnes. Alors là, c'est la vie dans des camps, des tentes, c'est une misère totale, manque d'eau, d'hygiène, de nourriture, difficultés pendant l'été, grosse chaleur, difficultés pendant l'hiver, pluie, froid. Et ces gens-là ont vécu 3-4 années dans les camps. Et on sait, ça c'est les Français qui le reconnaissent, qu'il y a 3,5 millions d'Algériens qui ont été parqués dans les... Et c'est aussi l'effet de cette déportation sur l'agriculture, sur, vous savez, les terres sont rachetées en friche depuis 3 ans, 4 ans. Il y a eu un phénomène de désocialisation, arraché complètement. Désertification, et puis même sur la faune, la flore, les animaux, il n'y a plus les gens ont abandonné. C'est les sangliers qui occupaient les terrains, c'était dur. Donc je disais, la famille, ils ont été à Khanchla, après Khanchla à Lambez, à Batna. De Lambez, ils ont été au camp de Jarf, célèbre camp de Jarf, 607 personnes, où je cite, je vais publier un document très intéressant, vraiment exceptionnel, qui décrit avec, disons, neutralité, parce que c'était une enquête par les Français pour aller voir les conditions de vie, où il disait qu'il y avait 6 personnes dans je ne sais pas combien, dans 4 mètres carrés ou 5 mètres carrés. Ça, c'est un document vraiment intéressant sur le camp de Jarf. Après, de Jarf, c'est pareil. Ils ont été... Bossuet, Paul Cazel... Ils ont été déplacés aussi et partagés dans d'autres camps. Il y a ceux qui sont restés. Ils ont été même par bateau de Skikda vers Oran, Erzeu. Et là-bas, ils ont été envoyés à Bossuet, à Cazel, tout ça, dans des camps. Ça, c'est les hommes. Et nous, après, on est restés à notre... donc moi, je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas connu d'enfance. Vraiment, j'étais perturbé. Vous avez fait face dès votre jeune âge, donc aux problèmes des adultes, c'est ça. Et là, à Tamayourt, là, à l'école militaire, là, c'était pas mal, disons, comme condition de scolarité. On était dans des baraques construites à la hâte par l'armée française. Et donc, on était scolarisés. Au départ, on était scolarisés dans des guitonnes où, je me souviens, c'était des gradins comme dans le grand théâtre, et les militaires... Comme au cirque. Au fond comme au théâtre, au fond des militaires, avec un grand tableau, bleu, blanc, rouge, vive la France, tout ça, on répétait ça. Et les instituteurs, c'était des militaires, hein. Ils portaient l'uniforme. Oui, au début, dans les camps, c'était en tenue. Oui. Mais après, à l'école Tamayout, c'était des civils. Ils faisaient leur service militaire certainement. C'était des civils qui étaient là et donc on était scolarisés. Ils nous ont essayé de partager après en groupe pour vraiment ceux qui peuvent assimiler. Moi, je connaissais déjà les caractères, l'alphabet et tout ça, donc j'étais plus ou moins scolarisé correctement.
et donc aussi l'ensemble des élèves. Et cette position dans cette école qui a mis chemin entre Khanchla et la maison de Douar. Il y a 1 kilomètre à Khanchla, 1 kilomètre un peu plus, 1 mètre et demi parce qu'on est de la ville. Donc les maquisards, mon frère qui était libéré du camp 60, je crois, en 60, 59, me proposait de participer à faire transporter des messages. Et donc cette position, j'ai demandé, c'est-à-dire ceux qui habitent la ville, ils viennent scolariser à Tamayourt, et on avait droit à une autorisation de sortie, d'entrée en ville, parce que la ville, personne n'entrait, il y avait 5 sorties, enfin entrées. Et là, ça vous a permis donc de travailler en tant qu'agent. Donc j'allais au Douar, j'allais en ville, je demandais cette permission, et donc avec cette permission, j'ai réussi à aller en ville, à sortir. Et dans cet âge, je transportais du courrier pour des futurs maquisards ou des militants à l'intérieur. Au départ, je ne savais pas que c'était vraiment des actions pour les maquisards, mais après, mon frère après, il me dit non, tu vas donner, tu vas chez le coiffeur. Je décris justement les scènes chez le coiffeur, comment je lui laisse la lettre. Et après, j'ai su que c'était des maquisards. Et puis, sans parler aussi des chaussures, de casemate, j'ai participé. Et je pense que ce sujet de participation d'enfants dans la guerre est important à détailler parce que beaucoup d'enfants ont joué des rôles vraiment très importants. Moi, les casemates, je raconte le courrier. Les chaussures, on faisait sortir les chaussures des poteaux gaz. Je sors, je passe comme j'avais laissé passer, je sors. Il faut aller dans un pan, un petit ponceau, je crois qu'on appelle ça le petit pan. On se déchausse sous le petit pan. On laisse, mon frère ou les militants en ville nous disaient déposer à tel endroit. Je dépose, je reviens par une autre entrée de la ville. Et ils m'achètent encore une autre paire et je laisse. Et certainement, il y avait d'autres qui faisaient ça, mais dans un autre endroit. Moi, je parle de moi, c'est ça, mais d'autres ont sûrement fait la même chose. Et je pense la nuit, il doit y avoir quelqu'un après pour récupérer tout ce type de chaussures qui ont été même interdites à l'époque parce qu'elles sont très légères et ne font pas de bruit. C'est très utile pour les maquisards. Et ces chaussures ont été interdites par l'État français à un moment donné. Voilà, ça c'est des actions de FIDA, comme on dit. Oui, donc on a assisté aux bagarres. Moi j'ai vu les bombardements. Je racontais aussi ça, des bombardements sur la montagne. Ils ont brûlé toute une montagne. Tamza, pendant une année, le feu. D'ailleurs, maintenant, il n'y a plus de bois. Couvert végétal. Oui, une année de feu jusqu'à ce que le feu arrive aux environs de la ville. Le feu s'est arrêté parce qu'ils ont décidé d'arrêter l'arrivée du feu. Et suite au feu, suite au bombardement quotidien pratiquement des endroits où le maquisard supposé s'installer, des familles qui fuient. C'est terrible, j'ai des images, les gens vont mourir de soif, sur leur dos, des enfants. Et puis, quand je suis de voir, ma mère, nous, on leur prépare, c'est une galette, on va les voir et on leur donne soit à manger, soit de l'eau à ces enfants et femmes qui fuient le feu, vraiment. Et je pense, ces massacres, quand tu vois ce que raconte ce soldat, ce brave soldat, et vous savez, il y a un charnier à Khanchla de 1200. Justement. Donc, un charnier à Khanchla qui a été découvert après. 1300, qui est découvert en 82, en février 82. Donc, et malheureusement, ce charnier n'a pas eu sa place dans notre histoire. Pourtant, c'est très important. Et il y a d'autres
parce que moi j'ai fait un article il y a 2012 dans le Khabar justement. Ouais. J'ai lu sur, il y a un historien militaire français, un colonel de, voilà, j'ai oublié le grand colonel qui a fait toute une étude essayant de prouver que ce charnier n'est pas de l'armée française. Il a essayé toutes les positions, il a dit même dans ses écrits qu'ils ont ramené les morts de 8 mai 45 de Skikda, qu'ils ont été enterrés là-bas, mais ça n'a pas. Et puis il y a un Harki qui a dit qu'il y a notre charnier à Char, à côté de Babar, au sud de Khanchla. Il y a notre charnier, mais malheureusement, on n'a pas cherché et on n'a pas valorisé Et quand on lit le témoignage de Péchu, c'est le charnier, c'est exactement, parce que c'est des assassinats vraiment je ne vais pas raconter, à Men'a aussi, à Men'a, il y a la viol, il parle du viol ici, du viol de femmes, et puis la façon dont il est tué, et il est balancé il est poussé par des ravins des gorges de Khrata, de Qantra, entre Baskra et maintenant, ils arrivent là, ils balancent directement du ravin. Sans parler du corbeau de bois, ils racontent tout ça dans son témoignage. Ils ramènent une centaine de personnes, il dit le reste, il n'y a pas trop de place, on met une vingtaine là, et puis le reste, il faut le liquider. Est-ce que ce charnier, c'est un crime qui a été commis le même, c'est-à-dire dans une période bien précise, ou bien c'était des morts, un cumul d'assassinats? Le charnier. De Khanchla, oui. Ah oui, le charnier, non, c'est un, comment on appelle ça? C'est un dépôt de corps, comme on appelle ça. C'est l'endroit où il tue, où il pose les gens là-bas. C'est-à-dire, il y a la main rouge, et c'est celui qui arrive, un militant qui tombe dans les mains de la main rouge, ils sont liquidés. Liquidés sans. Donc, comme il y a des casemates, ils mettent les prisonniers, parfois dans des casemates, ils meurent, et puis on les laisse, parce que le charnier est découvert à côté d'une caserne. Et il y avait 1200, 1300 cadavres, enfin squelettes qui ont été découverts, et c'était des liquidations, c'est-à-dire ramène et tuer. Parce que quand on lit ici, on voit la façon dont ils massacrent, c'est-à-dire 20 personnes, amenez-les là-bas et liquidez-les. Ils ont trouvé même des outils de torture. Qui ont été enterrés dans le même. Ils ont enterrés dans le même, ils ont été retrouvés. Et je me demande si on est allé jusqu'au bout de la recherche. Oui. Je ne sais pas. Donc ces exactions, les crimes de l'armée française, il y a encore des crimes qui n'ont pas été révélés. Donc, non, mais par exemple, ça, c'est pas très connu, malheureusement. Et ça, c'est un témoignage qu'il a fait sur les Aurès. Et lui, il décrit ici son témoignage. Il dit que sa section était moins sévère. Et dans sa section, lui, il parle de il y a 14 pages dans la revue où il raconte ça. Il dit ma section n'est pas. Voilà, c'est dit, René, je suis marqué par la honte et désespéré de m'être presque toujours heurté dans l'armée à un mur d'indifférence et de haine lorsque j'essaie de protester auprès des gradés ou de réveiller la conscience de mes camarades. C'est-à-dire, lui, il était... mes témoignages, ses camarades voulaient faire déclaration, mais leur témoignage a été mis en doute, il a été affirmé après que c'était des témoignages exceptionnels et qui montraient l'indifférence à ces crimes. Voilà, il s'agit d'une compagnie très moyenne. Voilà, ça dit il s'agit d'une compagnie très moyenne, ni particulièrement tortionnaire, ni spécialisée dans la pacification.
au cours de conversations avec des camarades d'autres compagnies, j'ai pu me rendre compte que leur ambiance et leur méthode de guerre étaient les mêmes que le nôtre et même souvent plus violentes et plus importantes et plus répandues. Donc, ce témoignage, vraiment. Et puis là, il affirme, il dit qu'il a raconté ce qu'il a vécu, où il a vérifié ce qu'il a avec ses camarades, s'il a affirmé des choses ici. Donc il y a plein de alors, choses. en tant qu'enfant qui a vécu la guerre de libération, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, personnellement, pendant cette horrible période Oui, elle m'a marqué le jour, le retour du camp dans le camion, marqué la disparition de ma sœur par la mère, mon oncle, c'est marqué. Je me souviens, j'ai eu des coups de l'armée. Je raconte une embuscade. J'étais chez quelqu'un qui me donnait du courant. Il faisait ça bénévolement parce qu'il venait d'arriver d'un camp à Oran. Et puis c'était illettré, ça c'est intéressant de dire, il était illettré, il a appris en prison à lire, à déchiffrer. Et il y avait des intellectuels algériens qui étaient avec eux, qui leur disaient celui qui connaît une lettre, il doit l'apprendre à celui qui ne la connaît pas. Alors il nous a pris, on était 4 ou 5 du devoir, il a dit venez, donc on lisait le Coran. Moi j'étais presque mieux que lui, mais on était à lire le Coran. Et bon, au cours de à un moment donné, on voit un convoi militaire qui arrivait et tout ça. Bon, il faut des disparates. Les jeunes, ils sont fuis inconnus. Moi j'étais habillé, comme on dit, civil. Ma soeur, c'était le mari de ma soeur. Ma soeur m'a donné un chèche, elle m'a dit que tu fais un chèche parce que pour se montrer qu'on n'est pas camouflé, et je veux sortir de la maison et partir. Et j'avais le livre de Abbas, le Coran, un livre de Coran de Abbas. On l'a posé sur la cuisine, on l'a balancé ma soeur au-dessus de la cuisine parce qu'on a peur de commencer à pas lire, ce que c'est. Et bon, je résume, sur le chemin, j'ai reçu des balles. Ils ont donc deux maquisards sont filles, 4 sont habillés en femmes. Ils ont réussi à se séparer. Les 2, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés, dont un cousin qui était aussi au camp de regroupement. Il a été arrêté et l'autre a été tué. On l'a tué carrément en direct parce que j'ai un témoignage, quelqu'un qui a été avec eux transporté. Et bon, l'affaire est terminée. Bon, ils ont brûlé les maisons de là où il y a les cousins et la maison de ma sœur, là où était ma sœur. D'ailleurs, le Coran, il a échappé. Et dans la soirée, enfin, la fin de journée, les militaires sont partis. En fin de journée, tous les gens venaient pour essayer d'éteindre le feu. Et moi, je suis venu avec un âne pour chercher l'eau. Donc, il y avait l'eau, était dans les fontaines. On cherchait de l'eau et puis on a réussi à éteindre. Et puis voilà, à un moment donné, les militaires reviennent. Et ils arrivent, j'étais chez ma sœur là, ils arrivent dans un char rapide, Alpha. Et il m'a fait le coup qu'ils font. Ils sont où les maquisards, ils sont fuis dans quel sens les Felagas. J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, monte, eux, ils veulent voir. Et les jeunes, il va dire s'il a vu quelqu'un. Moi, je pense que c'était ça leur objectif. Si je regarde à gauche ou à droite, ils vont dire, tiens, ils sont dans ce sens-là. Il m'a dit, monte il m'a fait monter sur son char. Et elle m'a dit, où? Je dis, je ne sais pas. Alors il m'a fait descendre, il m'a donné un coup de crosse
à la descente de char, je suis tombé par terre et ma sœur pleurait. Et donc, j'ai reçu ce coup-là. C'est des choses qui me restent, Voilà. qui me restent en Qui souvenir. vous marque jusqu'à... J'ai le souvenir aussi de l'école de Tamayourt. Bon, les instituteurs là, qui étaient à la fin de la guerre, on était à la fin de la guerre. Et bon, on commençait à discuter quand on n'avait que de l'indépendance. Je pense qu'eux, ils étaient plus au courant des évolutions des choses. À 61, peut-être à 69, 62, ils commençaient à nous parler un peu de la guerre. Et puis, ils avaient une école militaire, ils ont un logement à côté. Ils étaient à côté d'un camp militaire, 200 mètres, 300 mètres. Et il y avait une rivière qui passait Et moi, un jour, j'avais mal à la tête, l'enseignant m'a mis dans sa chambre et m'a donné l'aspirine. Et je trouvais un fusil de chasse et une grenade. Alors je lui dis pourquoi la grenade et le fusil de chasse. Je dis, vous voulez tuer la gars? Moi, il m'a dit non, on les voit tous les soirs passer par là. On ne fait rien. Et je pense qu'il y avait un accord de ne pas toucher aux deux enseignants. Et donc, il m'a dit non, je mets ça comme ça, mais il n'a pas. Donc, ils étaient très respectés par les familles de War. Là, il y avait Julien, je m'appelle Julien, et Duftel. Julien était plus dur, Duftel beaucoup plus sympathique. Et j'ai failli venir même en France. On a fait une correspondance avec des enfants français, je ne me souviens plus dans quelle ville. Et bon, moi, je n'avais pas quelqu'un enfin, mes parents n'ont pas voulu que je parte en France pour des vacances scolaires. Je pense que c'était des vacances d'échange avec les Français. Et je découvre plus tard que la Vendée en France était jumelée avec Zouy à côté de Khenchla. Donc, il y avait déjà des rapports, et ça, c'était la politique du général de Gaulle qui mise sur l'avenir, sur la jeunesse. Donc, moi, j'ai lu un document, un doctorat, quelqu'un qui a parlé de ça, justement, de Gaulle, l'investissement du général de Gaulle en Algérie par la culture. Donc, je tiens à vous remercier vivement, M. Salah Larour, d'avoir évoqué avec nous donc, quelques aspects des exactions et des souffrances vécues par les enfants pendant la guerre de libération, notamment dans les Aurès et à Khenchla en particulier. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Grandir dans les Aurès, un enfant dans la guerre. Je tiens à remercier également l'équipe technique du Studio 7 qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et